Une batterie ou la crème solaire. C'est l'effervescence des grands jours. L'Irlandais, en Irak depuis 2012, est heureux de partir avec Zia, son homologue irakien. Oh, comment vas-tu, mon cher? Ça va, ça va. Je ne dirais pas que je suis stressé, mais plutôt très impatient d'y retourner pour continuer à ramener les cadavres. Mettre en pratique ce qu'on t'a appris pour exhumer ces corps du mieux possible et les redonner à leur famille, c'est incroyablement puissant. Mais en Irak, c'est aussi très risqué. Gilet pare-balles, garde du corps armé, le protocole de sécurité est lourd. Aujourd'hui, Fawaz, James et une vingtaine de techniciens partent pour Tikrit, à 3 heures au nord de la capitale. Le véhicule est blindé. Il y a un bouton rouge ici, en cas d'urgence, relié à l'agence de sécurité et au ministère de l'Intérieur. Peut-être que Daesh veut nous attaquer. C'est en fait ce qu'on craint le plus, parce que, vous savez, on essaye de mettre à jour leurs crimes, de dire au monde ce qu'ils ont fait. Après un trajet finalement sans encombre et une courte nuit, le convoi pénètre l'enceinte des palais présidentiels de Saddam Hussein, où Daesh avait établi ses quartiers. Une zone d'une 60aine de palais bombardés par la coalition en 2015. Ici, en juin 2014, Daesh a exécuté 1700 jeunes recrues de l'armée irakienne, des chiites majoritairement. Cette tuerie, connue comme le massacre de Speicher, a traumatisé l'Irak. Tous les membres de l'équipe sont encore marqués par l'horreur des événements. Il y a encore du sang là. Ça n'a pas été nettoyé? C'était ici la tuerie. La plupart des victimes ont été tuées ici et jetées dans la rivière. Des milliers d'âmes emportées par la folie terroriste et autant de familles qui comptent aujourd'hui sur Fawaz. Chaque fois que je rencontre les familles, j'ai du mal à retenir mes larmes. Toutes les mères me disent « Ça fait 3 ans maintenant, où est mon fils? Je veux trouver la paix. » Selon les coutumes locales et celles de l'islam, quand une personne est tuée, on doit tout faire pour l'enterrer, pour pouvoir ensuite lui rendre visite et réciter le Coran sur sa tombe. Malheureusement, on n'a pas encore pu apaiser toutes les familles. En revenant sur ce charnier qu'ils avaient ouvert quelques semaines plus tôt, ces hommes mesurent le caractère historique de leur mission. On a affaire à une scène de crime ici. Peut-être que des restes ou des preuves seront détruits ou perdus si ce sont des personnes non professionnelles qui les prélèvent. Les abords du site renseignent déjà sur le déroulé des événements. Des dizaines de personnes ont été alignées ici, tuées et poussées dans cette grande fosse-là. C'est sans doute l'un des plus importants charniers de la zone des palais. On pense qu'ils ont utilisé un bulldozer aussi gros que le nôtre. Il y a plus de 3 mètres de profondeur. Je creuse ici? Pas trop profond, hein? Des ossements apparaissent. Entre archéologie et police scientifique, petit à petit, les mains expertes font parler le sable.
Il y en a un avec les mains attachées dans le dos, je pense. Comme ça. Cheville gauche. Ah ok, cheville droite. Hanche droite. Il faut tout cartographier pour des raisons juridiques, car pour un tribunal, il faut une représentation très précise de l'empilement des restes. Vous savez, une photo n'est jamais suffisante. Cartographie, mesure, numérotation. Les hommes suivent une procédure dont la rigueur a déjà fait ses preuves sur d'autres terrains, comme en ex-Yougoslavie. Ça, c'est l'étiquette avec le numéro du charnier et du cadavre. Ce papier reste avec les corps jusqu'à l'institut médico-légal. Soudain, au milieu des ossements, la découverte d'un objet pourrait remettre en cause le scénario des exécutions. On a trouvé une douille. L'hypothèse initiale, c'est qu'ils ont été exécutés là-bas, puis balancés dans la fosse. Mais trouver une douille ici laisse penser qu'ils ont peut-être été tués à l'intérieur du charnier. Pris par l'enquête, les hommes en oublieraient presque l'atrocité des lieux. Pourtant, certaines découvertes représentent un risque pour l'équipe. Vous voyez, c'est encore en cours de décomposition. On est donc exposé non seulement aux odeurs, mais surtout à des maladies qu'on pourrait attraper, comme des allergies ou autres. Mais ça ne nous arrête pas, car on est déterminé à aller jusqu'au bout de ce travail. Mais cette détermination n'est pas sans faille. Vous savez, un jour, Ahmed n'a pas pu supporter ce qu'il voyait. Et il a éclaté en sanglots. Ça se comprend, il est encore très jeune. C'est très dur de découvrir des cadavres d'enfants dans les charniers, ou ceux des femmes enceintes qui portent encore leur fœtus, ou tomber sur des têtes décapitées, jetées à part. Nous devons être très solides et forts. Et il faut parfois se faire violence pour ne pas craquer. Ces soldats des charniers tentent de supporter l'insupportable. Malgré leurs efforts, la vingtaine d'experts de terrain ne peut répondre aux immenses besoins de l'Irak. Je n'ai jamais vu autant de personnes portées disparues qu'ici, en Irak. Quand je travaillais en Bosnie, c'était quelques dizaines de milliers. Ici, c'est 300 000 à 1 million de disparus. Alors par où tu commences? Il n'y a pas que ceux de Daesh, il y a tous ceux de l'Ancien Régime et d'autres conflits. Ça fait tellement de charniers, l'équipe est si restreinte. Je pense qu'elle fait vraiment l'impossible compte tenu des ressources. Tikrit est le premier des 70 sites identifiés des charniers de Daesh où l'ICMP a pu